Bonsoir. On est aujourd'hui le lundi 23 novembre 2015. Il est exactement 21h30. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de la situation actuelle en France et vous donner mon avis. Bon, évidemment, mon avis peut ne pas intéresser tous les gens qui m'écoutent. Auquel cas, il vaut mieux passer, quoi. C'est vrai que depuis le 13 novembre, le vendredi 13 novembre, suite aux attentats de Paris, on n'entend que des paroles martiales dans ce pays. Monsieur François Hollande qui dit qu'on est en guerre, qu'il faut déchoir de certains patriotes de leur nationalité. J'entends Manuel Valls dire pareil, il parle aussi des gens qui tiennent des paroles de haine. Mais moi je dis que ces gens-là, ils ne tiennent pas des paroles de haine, ils pratiquent la haine. Pourtant, je répète encore, c'est des gens pour qui j'ai voté. Mais cette situation, elle est arrivée comment, en fait? Vous voyez, il y en a qui nous disent, ouais, c'est des islamistes, c'est des salafistes qui ont fait ça. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de salafisme ni de rien du tout. En fait, tout ça est politique. Parce que si la France ne s'était pas mêlée de façon arrogante à la guerre en Syrie et en Irak, on n'aurait peut-être pas eu tout ça. Je dis peut-être, j'en sais rien. Là, je raisonne de façon factuelle. Après les suppositions, ce qui aurait pu être, ça, on ne sait pas. Moi, je parle de ce qui est là, actuellement, au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, on est en train de nous dire encore, on va faire la guerre. Oui, il nous dit que les gens qui ont commis ces attentats-là, c'est des lâches, c'est des barbares, c'est des canailles, voilà, on emploie tous les mots d'oiseaux que vous voulez, c'est des salopards, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça sert à quoi de dire ça? Absolument à rien. De toute façon, ces gens, ils sont morts. Ça ne sert à rien de les insulter. Et en plus, quand je vois dans l'Assemblée nationale des députés qui sont soi-disant représentants de la nation qui applaudissent à la suite de la mort d'un homme, c'est-à-dire que lors de l'intervention des policiers à Saint-Denis, le mercredi, je pense c'est le 17, non 18, pardon, le mercredi 18, je trouve quand même que les députés applaudissent à la mort de quelqu'un, c'est vraiment pathétique. C'est pathétique et triste pour notre pays. Parce que quel que soit l'individu qui est mort, c'est quand même une personne. Parce que vous savez, à force de dire à ces gens-là, vous êtes des salopards, on va vous exterminer, parce qu'en fait, on est en train de les animaliser. Si on transforme un individu en animal, autrement dit, on peut le tuer plus facilement. Et si on transforme cet individu en animal, qu'est-ce qui lui empêche, lui, de nous considérer comme un animal et donc d'avoir le droit de nous tuer aussi? Vous voyez? En fait, ça devient un enchaînement complètement idiot et imbécile. Donc voilà, je disais tout à l'heure que tout ça est venu à la suite de l'intervention de la France en Irak, depuis 2014. Parce qu'il y a eu plusieurs suites qui sont faites. Hein. Bon, déjà, il y a eu les problèmes qui sont passés au Mali. Récemment, là, il y a quelques 2-3 jours, là, lors de la prise d'otage de l'hôtel au Mali ou à Bamako. Mais c'est la même chose. Parce que là, le problème du Mali depuis 1 ou 2 ans, ça vient de quoi? Ça vient de la destruction de la Libye. Et là, le problème qu'on a actuellement en Irak avec Daesh, mais ça vient de la destruction par les Américains de l'Irak. C'est aussi simple que ça. Mais ça, évidemment, personne n'en parle. Personne, non, c'est exagéré peut-être. Il y a quelques rares personnes qui en parlent dans les médias. Mais les médias, ils nous prennent tellement de débiles, ils nous rendent tellement imbéciles qu'ils répètent la même chose. Parce qu'on a l'impression qu'actuellement, les écoles et les médias ne veulent fabriquer que des imbéciles, quoi. D'ailleurs, regardez bien, quand il y a un nouveau jeu qui sort, vous avez toutes les radios, les chaînes télé, les chaînes info, radio et télé qui en parlent.
comme si c'était vraiment essentiel, un jeu, des jeux. Parce qu'on est devenu une société de ludophiles. On aime les jeux et c'est tout. Je dis qu'il faudrait qu'on soit adulte et qu'on réfléchisse un peu. Parce que ces guerres qu'on mène un peu partout, ça ne peut nous amener que la haine. À la rigueur, moi je serais pour la guerre. Mais dans ce cas, il faudrait envoyer des hommes au sol. Parce que vous savez que quand on va bombarder un pays tel que l'Irak actuel ou comme l'a fait les Américains, on détruit tout un pays. Et une bombe, quand vous l'envoyez, même si on nous dit que les bombes actuelles sont précises parce qu'elles sont guidées par laser, moi je n'en crois pas un mot. Parce que ça nous fait, ces bombes-là, c'est comme si vous étiez assis dans votre fauteuil à jouer à des jeux vidéo. Parce que vous détruisez des cibles, mais vous ne savez même pas ce qu'il y a dans ces cibles-là. Vous ne voyez pas les hommes. Donc, on va encore tuer des gens et créer la haine. Encore plus de haine. Ça, je vous l'assure. Hein. Et je crains encore pour notre pays. J'espère que ce qui s'est passé le 13 novembre ne se repassera plus, honnêtement. Mais là, c'est quand même triste. C'est quand même triste de voir des gens qui sont censés nous représenter aller faire des guerres comme ça. Et en plus, ils ne demandent même pas l'avis des citoyens. Est-ce que vous pensez que si M. François Hollande, le président de la République française, disait aux gens, on va faire la guerre. Par contre, voilà les inconvénients, voilà les avantages de cette guerre, et voilà ce que vous risquez de payer. Est-ce que vous pensez que les Français accepteront cette guerre-là? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Donc, à force d'aller bombarder des pays, parce que je vous rappelle quand même que si vous comptez bien, ça fait près de 12 ou 13 ans qu'on ne bombarde que des pays musulmans. Quel autre pays on a bombardé jusqu'à présent? Que des pays musulmans. Ça a été l'Afghanistan, ça a été l'Irak en 1991, après l'Irak en 2003-2004. Ensuite, ça a été la Libye en 2011. Ensuite, ça a été la Syrie et l'Irak voilà, en 2014-2015. Hein? Ça fait 12 ou 13 ans que ça dure. Mais pourquoi est-ce que nous, on va faire la guerre là-bas? Parce que franchement, ces gens-là, ils ne nous menacent pas directement. Parce qu'un pays qui se respecte, il devrait mener surtout des guerres défensives. Si les personnes nous attaquent comme ça s'était passé en 1940 avec les nazis qui avaient attaqué la France ou l'Europe, d'accord, là on se défend, c'est normal. Et vous savez que les résistants qui posaient des bombes pour empêcher les Allemands de passer, les Allemands les appelaient des terroristes aussi. Donc c'est facile de transformer des gens en terroristes. Bon, évidemment, les Allemands qui tuaient, c'était eux, ils avaient envahi le pays. On est d'accord. Donc, ce n'était pas des innocents. Par contre, là, les gens qui ont été tués le 13, c'est des innocents. On est d'accord. Mais les gens qui les ont tués, on dit, oui, c'est des islamistes. Mais est-ce que vous pensez que des islamistes, dans lesquels il y a des gens qui boivent des bières, dont un des gars qui a fait le massacre, d'après ce que j'ai entendu, il tenait un bar. Un musulman ne tient pas un bar, ne boit pas de bière normalement. Un musulman qui se respecte. Et ne vend pas de drogue non plus. Et tous ces gens-là, si vous avez bien remarqué, c'est tous des anciens délinquants. C'est des anciens braqueurs. Alors, et ça ne pose la question à personne. Personne ne se pose la question de se dire qu'il y a quand même quelque chose de louche là-dedans. Comment se fait-il que des gens qui se disent musulmans viennent tuer des innocents, alors c'est complètement interdit dans le Coran. Et en plus, parmi ces tueurs, il y a des gens, c'était tous des trafiquants de drogue et des délinquants, des anciens délinquants. Et encore, moi, je considère que c'est encore des délinquants, de toute façon. À mon avis, tout ça, c'est politique. Parce que l'État islamique est assez rusé pour les utiliser à leur fin. Et à mon avis, les bombardements qu'on va créer ne vont entraîner que des haines encore plus grandes. Ça, je vous l'assure. Raison pour laquelle il est temps qu'on réfléchisse tous
à ce qui est en train de se passer. Donc moi je vous demande de dire à notre président de la République d'arrêter ces guerres-là. Parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que, pourquoi nous, on va faire tant de kilomètres, je ne sais pas si c'est 15 ou 16 000 kilomètres qu'il y a entre la France et là-bas. On va faire des guerres là-bas. Alors qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, qui nous ont acheté des avions, des armes, des chars de combat, tout ce que vous voulez comme armement, et qui sont directement concernés, et eux, ils n'interviennent pas. Et pourquoi nous, on est obligé d'intervenir? En quoi cette guerre nous concerne directement? Absolument pas. Il y a quelques années, quelques temps, on parlait des chrétiens d'Orient qui étaient massacrés. Mais on n'en parle plus des chrétiens d'Orient maintenant. On ne parle plus des chrétiens d'Orient. Donc là, on va faire la guerre j'ai l'impression, pour le plaisir de nos dirigeants, quoi. En plus, ces dirigeants-là, français ou européens, nous disent, oui, la République est bafouée. Mais attendez, c'est eux-mêmes, ces gens-là, c'est nos hommes politiques qui bafouent ce pays, qui bafouent tous ces pays européens. Parce que regardez-les tous, ils se dandinent là, en traitant les autres de terroristes, alors qu'il y a des gens en les traitant aussi des gens qui ne respectent pas la République. Mais eux, est-ce qu'ils respectent cette République dont ils nous parlent à longueur de journée? Non. Je vous donne un exemple. Bon, je pense que je l'ai déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos. Comment se fait-il que des gens dans notre République, les ministres et des députés qui sont déjà multi-retraités, hein, qui ont à peu près 70 ans ou 75 ans ou 65 ans à peu près, hein, qui ont du patrimoine, des biens partout, hein, et qui n'ont pas d'enfants à charge, tous quand même 13 000 euros pour les ministres et 6 à 8 000 euros pour les députés. Et encore ça, c'est ce qu'on nous déclare, parce qu'on ne sait pas exactement. Bon, parce que moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'un député nous coûte à peu près 20 000 euros tout compris. Hein, par mois, 20 000 euros par mois. Donc ces gens-là, par rapport aux attentats qui sont passés, est-ce qu'ils sont dit, ils vont enlever un mois de leur salaire pour l'indemnité des familles des victimes? Non. Est-ce que notre président de la République, qui va toucher peut-être 32 000 euros de retraite par mois, une fois qu'il aura quitté la présidence de la République, va dire aux Français, voilà, normalement, les institutions me permettent de toucher 32 000 euros de retraite par mois, mais cet argent, je n'en ai pas besoin, donc je le laisse à l'État. Et je ne toucherai que 3 000 euros. Ah non, il ne le fera pas. Il ne le fera absolument pas. Donc ces gens-là, ils ne sont pas là pour la République. Ils parlent de la République, ils sont là pour leur carrière. Absolument pas. Absolument. Parce que, comme disait quelqu'un, un homme politique, un dirigeant qui se respecte, doit sacrifier sa vie pour ses concitoyens. Et non pas sacrifier la vie de ses concitoyens pour sa vie ou sa survie politique, sociale et financière. Mais c'est exactement ce que nous font nos hommes politiques actuels. Il n'y en a aucun parmi eux qui va vous dire qu'il laisse un mois de salaire ou qu'il ne touchera son salaire que tous les 2 mois. Ah non, non. Pourtant, ils sont bien traités, ces types-là. Et ils sont multi-retraités, je vous assure. Et donc, quand ils nous parlent de respecter la République, ils se moquent de nous. Ils se moquent absolument de nous. Parce que quelqu'un qui respecte la République, qui demande aux gens de chanter la Marseillaise, de respecter le drapeau, mais il devrait le respecter lui-même. Mais ces gens, ils ne respectent rien. Donc, ils sont là que pour leur carrière. Et moi, je pense donc que ces guerres-là, on devrait essayer de faire pour l'arrêter. Évidemment, bon, c'est sûr que nous, on ne pourra pas directement, parce que je sais que nous sommes tous devenus des lâches, et personne ne réagira, on va laisser faire. Parce que vous savez, on dit que Bachar el-Assad, c'est un dictateur, et tout son peuple. Mais imaginez une seconde
qu'une région de la République française décide de se détacher de la France et que, les habitants de cette région qui faut se détacher de la France prennent des armes et tirent sur une partie de la population, pensez-vous que nous n'allons pas leur envoyer l'armée, la gendarmerie et la police? Mais si, c'est ce qu'on va faire. On va faire exactement comme a fait Bachar el-Assad. C'est pas que Bachar el-Assad, je le porte dans mon cœur, mais je vous dis, si jamais il y a une région française qui va se détacher et qui tue des gens, on va réagir exactement comme lui. Donc, en fait, on n'est pas différent de lui. Nos dirigeants ne sont pas du tout différents de lui. La seule différence, c'est que voilà, nous, on est économiquement plus développés, technologiquement plus avancés, et on est encore riche. Parce que si jamais on continue cette guerre-là, le risque c'est de nous appauvrir. Parce qu'il faut savoir que l'État islamique, c'est des politiques qui sont assez rusés. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se mettre face à l'armée française ou à l'armée européenne pour se battre avec eux face à face. Donc ils utilisent des astuces. Ce qui nous oblige à aller faire la guerre là-bas, et ça va nous appauvrir de plus en plus. Et une fois qu'on est appauvri, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de prestations sociales, il n'y aura plus de sécurité sociale, ou il y aura de moins en moins, on va dire. Peut-être pas, tout ça ne va peut-être pas disparaître d'un coup, mais ça va en tout cas entraîner des troubles sociaux dans notre pays. Et ça va entraîner la guerre civile. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de chercher. Et nous, on tombe dans ce piège. On est en train de tomber dans ce piège. Et en plus, je vous rappelle que ça fait 12 ou 13 ans qu'on bombarde ces pays. Imaginez qu'un jour, des gens qui habitent les pays d'Arabie, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, tout ça, disent que voilà, notre mode de vie ne leur plaît pas, ou que notre président ne leur plaît pas, nos présidents que nous avons élus ou nos députés ne leur plaît pas, et ils veulent nous bombarder pour cette raison-là. Si nous habitons dans ces pays-là, nous occidentaux, nous habitons dans ces pays-là, et qu'ils viennent bombarder le pays dont nous sommes originaires, pensez-vous qu'on ne commettra pas des attentats là-bas? Je vous donne un deuxième exemple. Imaginez qu'un jour, le fait que les Israéliens tuent des Palestiniens en permanence et occupent les territoires des Palestiniens, les Européens ou un pays européen décide d'aller bombarder, imaginons que la France décide d'aller bombarder Israël pour cela, pensez-vous que tous les sionistes qui sont en France ne vont pas commettre des attentats? Mais si, ils vont le faire. Ils vont faire exactement pareil. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là, c'est simplement parce que c'est des barbares. Je pense que c'est nous qui avons semé cette haine-là. Et avec les hommes politiques que nous avons actuellement, Manuel Valls qui dit, oui, on est en guerre, on va aller en guerre, on va les exterminer. Et François Hollande qui renchérit dans la même lignée, ce n'est absolument pas bon. Absolument pas bon pour nous. Donc, il est temps que nous réfléchissons tous à cette situation. Parce que sinon, franchement, on va à la catastrophe. Évidemment, nous sommes armés, nous sommes forts, l'Europe va nous aider, mais en plus, ces gens-là, les gens qui ont tiré le 13 novembre au Bataclan et dans les restaurants dans le 10e et 11e arrondissement et à Saint-Denis du côté du Stade de France. Mais il y en a qui sont venus de Belgique. Et pourquoi ils n'ont pas fait la même chose en Belgique? Alors que la Belgique est réputée être la plaque tournante des trafics d'armes entre la France et le reste de l'Europe. Et pourtant, il y en a qui étaient belges parmi eux. Et pourquoi ils ont commis ces attentats-là en France? C'est parce que les Belges, même s'ils interviennent, ils n'interviennent pas directement comme nous on le fait. Ils ne bombent pas les torses. Les attentats ne sont pas produits non plus en Allemagne. Pourtant, il y a des musulmans là-bas. Mais c'est parce que les Allemands, même s'ils interviennent, ils ne le font pas. Ils le font pas en se tapant sur la poitrine, en disant qu'ils sont les plus forts et qu'ils vont faire la guerre. Ça ne s'est pas passé en Suisse. Et pourtant, je vous assure que les Suisses, ils sont armés. Hein?
Là, il faut savoir que là, en Europe, la population suisse, je ne sais pas si c'est toute l'Europe, mais la population suisse, elle est armée. Les citoyens suisses, ils ont le droit de s'armer comme aux États-Unis. Et pourtant, ces attentats ne sont pas produits là-bas. Ils ne sont pas produits non plus aux Pays-Bas. Et pourquoi est-ce que ces attentats sont produits qu'en France? C'est simplement, ça c'est mon analyse, c'est parce nous avons une politique française du Proche-Orient qui est devenue de plus en plus arrogante et insultante vis-à-vis de ces gens-là. Parce que, vous savez, à force de bombarder ces pays-là, ils vont se dire évidemment qu'on s'en prend aux musulmans, que les croisés s'en prennent aux musulmans. Même s'ils sont ici, vous savez, si leurs parents sont issus de là-bas, s'ils vivent ici depuis des générations, le fait d'aller bombarder ces pays-là en permanence, ils ont l'impression que c'est leurs frères qu'on est en train de tuer malgré ça. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Si des Occidentaux habitaient là-bas et que ces Arabes-là venaient bombarder ici, mais nous, Occidentaux qui vivions là-bas, nous aurions l'impression qu'ils sont en train de tuer nos frères. Et on agirait de la même façon. Donc ce n'est pas une question de religion. Évidemment, comme là-bas c'est que des musulmans la plupart du temps, il y a quelques chrétiens. Hein, mais c'est plutôt des chrétiens, des musulmans, il y a peut-être d'autres religions. Mais comme c'est la plupart, c'est des pays musulmans, et donc ils ont l'impression que voilà, l'Occident en veut à l'islam. Et d'ailleurs, il y en a qui nous appellent des croisés. Vous vous rendez compte quand même? Parce qu'effectivement, on met une croisade. Ils ont l'impression qu'on mène une croisade contre l'islam. Ce qui n'est pas faux, d'un certain point de vue. C'est pour ça que je vous demande de réfléchir et d'alerter nos hommes politiques pour qu'ils arrêtent ces guerres-là. Parce que je vous assure que ça ne nous amènera que la catastrophe. Que des catastrophes. Donc il est temps que vous interpellez vos députés et que vous discutez sérieusement avec eux de toute cette situation. Parce que vous savez, les guerres qui sont en train de se passer là dans les pays arabes, c'est des guerres très très compliquées. Parce que vous savez, c'est une histoire entre chiites et sunnites. De toute façon, aujourd'hui, si on détruit Daesh, mais il y a une autre entité qui va se créer dans quelques temps et on va encore y aller bombarder. Et ça va être comme ça en permanence. Parce que tant que les chiites et les sunnites n'arrivent pas à s'arranger, la situation ne changera jamais. En plus, moi, voilà, il y a des sunnites qui nous disent, oui, les chiites sont mauvais, ils ont insulté le prophète, ils ne veulent pas ceci. Mais regardez par exemple l'Iran, c'est le plus grand pays chiite du monde. Mais l'Iran n'a jamais attaqué un pays. N'a pratiquement jamais attaqué un pays, à ma connaissance. Je me trompe peut-être, je ne connais pas toute l'histoire. Mais récemment, je n'ai pas eu connaissance que l'Iran a une fois attaqué un pays quelconque. Même l'histoire de la bombe iranienne, la bombe atomique iranienne, en soi-disant que l'Iran voulait acquérir la bombe atomique. Mais en quoi la bombe atomique iranienne nous menace? De toute façon, comme je vous ai dit une fois, que une bombe, quand elle est lâchée, qu'elle soit iranienne, française, américaine ou anglaise, si elle vous tombe dessus, elle vous tue pareil, de la même façon. Donc, les Iraniens ne nous menaçaient pas. En fait, Laurent Fabius, quand il a tapé du poing sur la table, lors des négociations à Vienne, lui, il pensait plus à Israël qu'à la France. En fait, il défendait plus Israël qu'à la France. Parce qu'il faut savoir quand même que Laurent Fabius, c'est un sioniste et un soutien inconditionnel comme Bernard Lévy à Israël. Hein. Donc c'est un sioniste jusqu'au bout des orteils. Et donc quand il négociait avec les Iraniens, il ne pensait pas à la France, il pensait à Israël. Parce que la France n'est pas menacée directement par les Iraniens, ni d'ailleurs par Daesh. Sauf bon, quand il y a quelques individus qui se réclament de Daesh et qui viennent commettre des attentats chez nous. Effectivement, là encore, il y a une chose qu'il faudrait savoir.
C'est dans les quartiers, dans nos quartiers, dans les quartiers des grandes villes. Parce que toutes ces histoires-là des quartiers, de ce qu'on appelle les quartiers de banlieue, c'est des choses qui se passent dans les villes. Et je vous rappelle quand même que la France est le pays le plus grand d'Europe. Et on est à peu près 65 millions d'habitants. Et s'il y a des trucs qui se passent dans ces banlieues parisiennes, évidemment, on a tendance à le grossir. Vous savez, les journalistes, ils ont tendance à faire ce qu'on appelle l'effet de loupe. Une petite chose se passe à un endroit, il la grossissent tellement qu'on a l'impression que ça se passe partout dans le pays, alors que ça ne se passe qu'à un seul endroit. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de casser, là, c'est vrai que je vais peut-être être extrémiste, c'est de casser tous ces banlieues et disperser tous ces habitants à l'intérieur de la France. Parce que la France, je vous dis, c'est le pays le plus grand d'Europe et on a assez de territoire pour faire vivre des gens. Parce que l'erreur vient de quoi, en fait, de ces banlieues? L'erreur de ces banlieues vient du fait que depuis des années, on a agglutiné les gens dans des ghettos en les repoussant de plus en plus. Parce que si des gens viennent d'Afrique ou du Proche-Orient, du Moyen-Orient ou du Maghreb, et qu'on ne les met pas avec les autres Français, et qu'on les repousse dans les quartiers, évidemment, eux, ils seront contents de retrouver les gens qui parlent leur langue, qui ont leur culture. Mais le danger pour le pays, c'est qu'une fois qu'ils vivent ensemble, ils vont se regrouper ensemble et former une communauté nationale ou ethnique. Parce qu'on va avoir, par exemple, des Sénégalais qui vont se regrouper comme Sénégalais, des Tchadiens qui vont se regrouper comme Tchadiens, des Algériens qui vont se regrouper comme Algériens, des Tunisiens avec les Tunisiens, etc., etc. Donc, en fait, on va avoir la Tunisie en France, l'Algérie en France, le Sénégal en France, le Tchad en France, le Niger en France, le Maroc en France, l'Égypte en France. Mais on n'est plus en France dans ce cas-là. Parce que si les gens se regroupent dans des quartiers comme ça et reproduisent leurs traditions et leurs coutumes, évidemment, les gens qui sont nés ici, qui vivent ici depuis des années, qui vivent par exemple dans les villages, quand ils vont dans ces quartiers-là, ils vont avoir l'impression de ne pas vivre dans leur pays. Ce qui est logique. Mais ça, ce n'est pas la faute des immigrés qui sont venus. C'est la faute des politiques qui ont mal géré leur politique de la ville depuis des années. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date, je pense, de 30 ou 40 ans. C'est des erreurs qui ont été commises il y a des années. Et ça continue. Et en plus, avec la crise économique, ça ne fait que s'accentuer. Parce que chaque fois qu'un immigré arrive, on le met dans des quartiers où il y a ses semblables. Et forcément, lui, il est content de retrouver des gens qui parlent leur langue. Quelqu'un qui vient d'un pays étranger, qui retrouve ses congénères, qui parle la même langue que lui, il est heureux, il voudrait rester avec eux. Mais le problème, c'est que le danger, c'est qu'ils vont reproduire leurs coutumes. Comme je vous dis, on va avoir des communautés qui s'agglutinent, qui sont dans la France, mais sans être français. Ils vont s'agglutiner, ils vont même pas faire l'effort de parler le français, puisqu'ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont le supermarché, ils ont de quoi se nourrir, il ne se mélange pas avec le reste de la population française. Mais ça, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est absolument pas de leur faute. C'est de la faute de nos politiques qui ont mal géré ce pays et qui ne le respectent pas. Ça, je le rappelle encore. Moi, je prendrai même l'exemple de la Marseillaise. Parce que vous savez que la Marseillaise, on nous récite qu'une partie. Et la plupart des gens croient que, vous savez, quand on parle de sang impur, l'étendard sanglant est élevé, ils parlent qu'on parle des Arabes ou des immigrés. En fait, non. Si vous relisez bien tout le texte, je parle de tout le texte, de Rouget de Lille, la Marseillaise qui a été écrite par Rouget de Lille. En fait, le texte est plus long que ce qu'on nous chante dans l'hymne national. L'hymne national, ça a été un raccourci
Donc moi, je vous invite à relire le texte de la Marseillaise en entier. Et vous allez voir ce que je vous dis. Là, vous comprendrez. Il n'y a même pas... C'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent, oui, il faut supprimer certaines paroles de la Marseillaise. Non, il n'y a rien à supprimer. Il suffit simplement de lire tout le texte et vous comprendrez facilement. Parce que ce texte-là, quand il parle de sang impur, c'était les républicains qui avaient le sang impur, puisque les rois, eux, ils avaient le sang pur. Et quand vous lisez le texte, vous entendrez parler des despotes. Et en fait, c'est des despotes européens. Et en particulier des despotes français. Mais je pense que dans ce texte-là, comme dans beaucoup de choses, il y a ce qu'on appelle une malhonnêteté intellectuelle. Parce que je pense que le texte a été raccourci pour faire croire aux gens que c'est aux étrangers qu'on en veut. Mais non, c'est absolument pas. La Marseillaise n'en veut pas, ne parle même pas d'étrangers. Il parle des rois de France, des nobles, qui prétendaient avoir le sang pur par rapport au reste de la population qui avait le sang impur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais moi, je vous invite à relire la Marseillaise, à lire tout le texte de la Marseillaise. Parce que ça y est, même nos hommes politiques, ils reprochent aux joueurs ou aux sportifs de ne pas chanter la Marseillaise. Mais je vous assure que même eux, ils ne la connaissent pas, la Marseillaise. Ils ne la connaissent absolument pas. Ils font semblant de la connaître, mais ils ne la connaissent pas. Et comme d'ailleurs, ils ne la connaissent pas, et comme d'ailleurs, ils n'aiment pas leur pays non plus. Ils aiment l'argent que ce pays leur apporte. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ils se contentent de prendre leur paye, mais franchement, moi je pense que le fait d'être nommé pour représenter son pays, ça devrait être un honneur. Hein? Et non pas un moyen pour gagner sa vie, pour gagner sa vie et pour s'enrichir. Parce qu'il y a des hommes politiques dans ce pays qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, qui n'ont jamais créé d'entreprise. Je prendrai l'exemple de M. Fillon. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Bon, c'est l'exemple typique. L'ancien Premier ministre, M. François Fillon. Je ne crois pas qu'il ait créé une entreprise. Et pourtant, il a un villa, il a sa maison, il a des voitures. Mais tout ça, c'est venu de son salaire. Et il a toujours été comme politique. Il n'a jamais travaillé dans une... Enfin, je ne pense pas qu'il ait travaillé dans une entreprise. À moins que je me trompe, je ne connais pas toute sa vie. Je ne pense pas qu'il ait créé une entreprise. Et c'est comme l'exemple de plein de politiques français. Plein d'entre eux ne connaissent même pas l'entreprise. Ils légifèrent pour l'entreprise, mais ils n'en connaissent rien. Voilà, donc c'est pour ça que je vous demande de bien réfléchir à ce que je viens de vous dire. C'est très important. Parce que sinon, je vous répète qu'on va à la catastrophe. Si on continue à suivre ces hommes politiques et à écouter ce qu'ils nous disent, on va à la catastrophe. On va à la guerre civile. Moi, je vous assure. Hein. Et c'est ce que je crains plus. Parce que vous savez, une guerre, on sait toujours quand elle commence. Surtout une guerre civile, on sait toujours quand elle commence. Et on ne sait pas quand elle finit. Vous savez, je sais de quoi je vous parle. Parce que je viens d'une région qui a connu la guerre civile. Et je vous assure que ce n'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Voilà, donc je vous invite à réfléchir. À ne pas dire que voilà, ces gens-là, c'est des musulmans qui ont fait ça. Parce que vous savez, même dans l'islam, on dit des salafistes. Mais il y a des salafistes qui sont extrémistes. Il y a des sunnites qui sont extrémistes. Il y a des chiites qui sont extrémistes. Mais la majorité n'est pas comme ça. Il y a des gens qui vous disent, oui, ils vont dans les mosquées et on leur apprend à tuer. Mais non, dans une mosquée normale, un imam n'est pas là pour apprendre aux gens à tuer. Hein. Il est là pour faire la paix. La paix. Parce que ceux qui lisent le Coran, effectivement, comme je l'avais dit la dernière fois, il faut contextualiser les textes du Coran. Parce qu'effectivement, il y a des textes qui sont violents, normal, ça on le sait tous. Hein. C'est comme le niqab. Le niqab n'est pas écrit, moi, dans le Coran que je lis, ça n'existe pas le niqab. Hein. Il est simplement prescrit que la femme doit se couvrir jusqu'au poignet, se couvrir les cheveux, mais son visage doit être découvert, et donc son corps doit être découvert jusqu'aux chevilles. C'est tout. Sinon, il n'a jamais été question de recouvrir entièrement la femme. Hein. Ça, parce qu'en fait, comme je disais la dernière fois, on n'a pas le droit de dire qu'un musulman n'est pas musulman, ou un faux musulman. Non, ça, dans l'islam, c'est interdit de le dire. Par contre, on peut dire
que ces gens qui font ça, ils font une mauvaise interprétation de l'islam. C'est ça. Parce que le niqab, c'est une nouvelle invention. Hein. Ça n'existe pas dans le Coran. Je n'en ai jamais vu dans des prescriptions religieuses. Bon, je ne suis pas un exégète. Hein. Je ne dis pas que je suis théologien de l'islam. Non, mais d'après le peu que je connaisse, je n'ai jamais vu des textes prescrivant la couverture complète de la femme. Hein. Non, non. Effectivement, la femme doit être couverte jusqu'au visage. Ses poignets et ses chevilles doivent être découvertes aussi. Hein. Poignets, chevilles et visage doivent être découverts. Mais sinon, effectivement, tout le reste du corps doit être couvert. Parce que l'autre fois, j'entendais à la radio que l'un des gars qui a fait le massacre, là, il était chauffeur à la RATP. Et qu'il ne touchait, et quand il y a une femme qui conduisait un bus, il ne voulait pas toucher le volant derrière lui. Mais c'est quoi ces imbécilités? Mais c'est un imbécile ce type. C'est un imbécile. Parce que normalement, simplement, on demande aux femmes de se couvrir pour ne pas tenter l'homme. Pour ne pas que l'homme succombe à la tentation sexuelle, évidemment. Mais dans ce cas, je ne vois pas en quoi, quand une femme touche un volant, c'est-à-dire en conduisant un bus, une fois qu'elle a touché le volant, qu'elle est partie, je ne vois pas en quoi elle va tenter le chauffeur qui va venir conduire le bus. C'est complètement... Vous voyez, c'est ça la mauvaise interprétation des choses. Et j'avais dit la dernière fois, dans une de mes vidéos d'ailleurs, que la plupart de ces gens-là, c'est comme Mohamed Merah, c'est des anciens délinquants. Donc en fait, dans leur tête, ils restent délinquants. Ils croient servir l'islam, mais ils ne servent pas l'islam. Ils desservent plutôt l'islam. C'est comme les gens qui ont fait la théorie à Charlie Hebdo. Ces hommes-là ne servent pas l'islam. Parce que l'islam interdit formellement de tuer un innocent. Normalement, l'islam fait une guerre défensive et non pas offensive. Parce que même le djihad, c'est un djihad intérieur. C'est sa conduite, on parle de conduite intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller attaquer les autres ou les massacrer ou les convertir de force. Non, de toute façon, quelqu'un doit se convertir quand on se conduit bien. Un musulman normal qui se conduit bien, vous n'avez même pas besoin de dire à quelqu'un de se convertir. C'est en voyant votre belle conduite qu'il doit vous suivre. Ou suivre l'islam. Pas vous suivre vous-même, mais suivre votre voie dans l'islam. C'est ça, normal, l'islam. L'islam interdit formellement de tuer un homme. Parce qu'on parle qu'il y a des gens qui traînent des cadavres avec des 4x4. Mais ça je ne vois pas où est-ce qu'ils ont vu ça. C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est des jeux politiques. Ils sont en train de nous mélanger entre l'islam et la politique. Parce qu'évidemment, le défaut des pays arabes, c'est qu'il y a une interaction. C'est des pays théocratiques. Donc, il y a un mélange entre la politique. Regardez l'Arabie Saoudite. Il y a un mélange entre la politique et la religion. Le Qatar, pareil. Donc, l'État islamique, c'est pareil. Parce que quand vous allez dans les pays d'Afrique, mais en général, vous avez des présidents, mais il y a des chefs religieux, ils restent à leur place. C'est comme en France, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Dans les pays africains, jusqu'à présent, il y a une séparation entre les autorités religieuses et les autorités publiques, et les autorités de l'État républicain. Ce qui n'existe pas dans les pays arabes. Et ça, c'est le gros problème de ces pays-là. C'est le gros problème. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que n'essayez pas de suivre nos hommes politiques qui veulent faire la guerre. Parce que leur guerre, vous savez, M. François Hollande, il se prend pour un gamin avec sa Game Boy. Parce que vous savez, un militaire qui se met à 10 000 mètres, qui balance des bombes, ou bien qui se met sur le Charles de Gaulle et qui balance des bombes, je vous assure que c'est comme si vous mettez face à votre Game Boy, hein, en train de liquider des gens. Vous savez, les jeux de guerre qu'on voit là. C'est exactement la même chose. Hein? Le gars, il peut rester dans son bateau et bombarder. Ou décoller de l'avion, mais il se met à 10 000 mètres. Hein? Pour bombarder. Mais même, je vous dis, même si les bombes, on nous dit qu'elles sont précises, vous savez, les frappes chirurgicales américaines, on sait ce que c'est. Hein?
On tue des civils, c'est obligé qu'on tue des civils. Donc on nous dit que eux c'est des lâches, mais nous on ne vaut pas mieux qu'eux. En faisant cette guerre-là, on ne vaut pas mieux que... Si on veut vraiment faire une guerre nette, claire, parce qu'une guerre n'est jamais propre, je ne vais pas aller jusqu'à dire une guerre propre, mais une guerre nette, sans trop de bavure, il faut envoyer des hommes au sol. Mais écoutez, les militaires, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour faire la guerre. Maintenant, si nos sociétés ne veulent pas que leurs hommes meurent, ben oui, mais dans ce cas, faut pas engager des soldats. Dans ce cas, faut pas qu'on ait des soldats. Hein. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas leur envoyer la bombe atomique pendant qu'on y est, hein? Au lieu d'envoyer des trucs, on envoie la bombe atomique, ils les atomisent tous. C'est quand même plus simple, au lieu de nous embêter. Hein? Puisqu'on est si méchants, on joue les méchants, il faut leur envoyer la bombe atomique. Puisqu'on l'a, de toute façon, il ne faut pas hésiter, parce que je pense que la prochaine fois, c'est comme ça que ça va finir. Hein? Qu'on bombe le torse en disant ouais, on est en guerre, enfin surtout nos hommes politiques, parce que j'en suis sûr que la majorité français, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ceux qui ont compris, parce qu'en fait, les journalistes, les médias, ils nous manipulent, ils nous racontent n'importe quoi. Parce que je vous assure, moi quand j'écoute les informations, je me dis mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible, pourtant ces journalistes, ils sont intelligents. Mais bon, je ne sais pas s'ils suivent un dessin déterminé, honnêtement je ne sais pas. Je ne peux rien dire parce que je ne sais pas dans leur tête. Mais franchement, quand on entend certaines interviews, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On est dans un pays de débiles. On a l'impression, franchement, d'être dans un pays de débiles. Hein? La seule chose qu'on demande, c'est que, est-ce que le fait qu'on ait tué des gens, ça vous... Ben oui, mais le tuer des gens, ça nous choque tous. Mais les gens qu'on va tuer là-bas, ça devrait aussi nous choquer, parce que, faut pas croire, c'est pas sur des murs qu'on va tirer là-bas, c'est sur des hommes, hein. Eh oui, c'est sur des hommes, je suis désolé. Leur sang coule aussi bien que le nôtre. Il est aussi rouge que le nôtre. Hein. Et on va les exploser comme les gens qui sont fait exploser au stade de France. Et là, en plus, le gars, il a fait volontairement, lui. Il a décidé de le faire. Mais nous, on va exploser des gens qui n'ont rien demandé. Et en plus, en envoyant ces bombes-là, on n'est même pas sûr qu'on va tuer les gens qu'on souhaite tuer. On va tuer des civils, on va tuer des enfants et des femmes. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, c'est pour cela, je vous en supplie, essayez de comprendre les choses, de ne pas faire un mélange entre les musulmans et l'État de Daesh. Tout ça, c'est un problème politique. Je vous assure qu'un jour, vous le découvrirez. Parce que, bon, vous savez, la question qu'on se pose aussi, c'est comment se fait-il que Daesh existe, je ne sais pas, depuis 3 ou 4 ans, depuis 2011. Et les Américains, depuis 2004, disent qu'ils les bombardent. Et plus ils bombardent, plus ils se fortifient, ils se renforcent. Alors, allez m'expliquer ça, moi. Parce que si on bombarde des gens, ils ne vont pas se renforcer. Ou bien les Américains font un jeu de dupe en disant que voilà, ils vont les bombarder. Et au moment de les bombarder, ils les avertissent. Évidemment, s'ils les avertissent, les types, ils déguerpissent et ils bombardent des zones vides. Et forcément, dans ce cas-là, les gens qui ne sont pas touchés, il faut revenir. Parce que des gens qu'on bombarde, normalement, ils ne se renforcent pas, ils ne se fortifient pas. Parce que les gens de Daesh, ils ont des armes, ils ont des voitures, ils ont de l'argent. Ils ne fabriquent ni les armes, ni les voitures, ni l'argent. Bon, vous me direz que peut-être l'argent, ils l'ont parce qu'ils vendent du pétrole, soit. Mais les armes, il y a quand même des gens qui leur vendent les armes. Qui est-ce qui leur vend les armes? C'est pas nous. Parce que je pense que... parce que vous savez, on a réussi à considérer la drogue comme un fléau international. Et on a essayé de l'interdire dans tout le pays, dans le monde entier. Et pourtant, je vous assure que la drogue elle-même, elle tue moins que le contrôle. Parce que, alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la drogue, ce n'est pas le fait d'absorber la drogue. Bon, la drogue, c'est quelque chose qui est mauvais, hein, je ne dis pas que c'est bon. Mais ce n'est pas le fait d'absorber la drogue qui tue plus les gens dans le monde. C'est le fait que les trafiquants essaient de contrôler. Donc, c'est le contrôle de la drogue qui entraîne plus de morts. Donc, le mort par le trafic, donc par le fait qu'ils s'entretuent. Regardez à Marseille, la drogue ne tue moins que les armes qu'ils utilisent. Hein.
Donc en fait, c'est le contrôle de la drogue qui fait plus de morts que la drogue elle-même. Et pourquoi dans ce cas, on n'interdirait pas le trafic d'armes, la vente d'armes? Parce que qu'est-ce qui nous dit que l'Arabie Saoudite et le Qatar, à qui on a fourni des armes, à qui on a vendu des armes, ne les ont pas données à l'État islamique? Rien. Rien du tout. Hein? Donc, il faut quand même être cohérent. Si on veut pas que des gens nous tuent avec des armes, mais il ne faut pas leur vendre les armes. Parce que les armes, je vous assure qu'ils ne les fabriquent pas. Hein. Les seuls pays qui savent fabriquer des armes, c'est les pays occidentaux, la Chine, peut-être. Les États-Unis, enfin moi, les États-Unis, je les mets dans les pays occidentaux. Israël, enfin, Israël aussi c'est considéré comme maintenant dans les pays occidentaux et l'Afrique du Sud. Sinon, les pays arabes, ils ne savent pas fabriquer d'armes. Hein. Même les pays africains, ils ne savent pas fabriquer d'armes. Alors, comment se fait-il que ces gens-là soient armés? Moi, c'est la question que je me pose. Et je vous la pose aussi. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Parce que vous savez, c'est facile de dire aux gens, oui, ils ont fait des massacres chez nous, on va les tuer, c'est des salopards. Ouais, c'est facile. Ça, c'est très facile, ça. D'attiser la haine comme ça. Parce que vous savez, quand j'entends Manuel Valls dire, c'est des gens qui attisent la haine. Ou François Hollande. Mais non, eux, ils n'attisent pas la haine, ils la pratiquent. Ils pratiquent la haine. Parce que je reviens dans nos quartiers, là. Ces histoires de quartiers. Quartiers de banlieue en général. Mais c'est vrai qu'on nous dit souvent, ils se victimisent. Oui, les quartiers, ils sont pas plus pauvres que certaines zones campagnardes. Je suis d'accord. Il y a des campagnes qui sont aussi pauvres que les banlieues. Mais la différence, c'est que les gens qui sont dans les banlieues, ils ont quand même des noms arabes et des noms d'Africains. Donc, s'ils vont chercher du boulot, évidemment, comme la plupart des gens, ils ont été abêtis parce qu'ils n'ont pas fait de bonnes études, mais évidemment, on les rejette. Mais dans les campagnes, même s'ils sont pauvres, s'ils vont chercher du boulot, s'il y a du boulot, ils sont pris. Oui, c'est ça la différence. Effectivement, il y a une pauvreté dans les campagnes, ça, c'est indéniable. Il y a une pauvreté dans les cités, c'est indéniable. Mais dans les cités, le problème, c'est que les gens, ils subissent en même temps le mépris. Le mépris des hommes politiques qui font semblant de les aimer, parce que vous savez que François Hollande a en partie été élu grâce aux banlieues françaises. Hein. Donc ils les méprisent, parce que regardez par exemple dans notre Assemblée nationale, combien de Noirs, combien d'Asiatiques, combien d'Arabes vous voyez dedans? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est très peu dans nos hommes politiques. Et même dans les télés, dans les radios, combien y en a-t-il? En dehors d'Audrey Pulvar, de, comment s'appelle, les Henri Roselmack, et bon, peut-être quelques personnes qu'on voit de temps en temps. Mais parmi tous les Noirs qui sont en France, c'est quand même infinitésimal. Et tous les Arabes qui sont bon, on nous parle de Nagui, d'accord, Nagui il est là depuis des années, on est d'accord. Mais Nagui, comme on dit, c'est l'Arabe qui cache la forêt, hein. Je suis désolé. Excusez-moi. Hein? Donc, est-ce qu'on voit un Asiatique dans nos télés ou dans nos assemblées, en dehors de M. Vincent Placé? Bon, et puis le cas de M. Vincent Place, c'est un peu particulier parce qu'il a été élevé en France, lui. Hein. C'est un enfant, je pense, qui a été adopté par un couple de Français. Mais sinon, moi, je vois très peu de comédiens. Enfin, voici, il y a récemment le jeune là qui s'appelle Frédéric Shaw, qui a été remarqué dans le film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait, un bon Dieu. Mais bon, ça y est, c'est pareil. Là, je dis que c'est l'Asiatique qui cache la forêt. Sinon, franchement, on n'en a pas. Mais et encore là, je ne dis pas que c'est la faute des Français. Moi, je ne mets pas les Français en cause. C'est nos politiques qui font ça. C'est les hommes politiques. Parce qu'il ne faut pas confondre le gouvernement français, l'État français, les hommes politiques français et les Français eux-mêmes. Ça n'a rien à voir. Effectivement, j'entendais pas dire l'autre fois sur Meta TV que si les rappeurs qui insultent la France, même s'ils insultent le gouvernement français, c'est qu'ils insultent la France. Non, moi je fais la distinction entre le gouvernement français, l'État français et la République française et les Français. Ce n'est absolument pas pareil. Parce que le gouvernement français peut prendre des mesures radicales qui ne plaisent pas à la population française. Donc là, on ne peut pas dire que c'est les Français qui l'ont décidé. Il y a plein de lois qui sont votées
qui ne plaisent pas aux Français, mais qui leur sont appliqués quand même. Donc, dans ce cas, ce n'est pas les Français. On ne peut pas. C'est pour ça que je dis, même au niveau du racisme, les Français ne sont pas racistes. Ça, je refuse de dire que les Français sont des racistes. Ce n'est pas vrai. Comme je répète encore, c'est le pays où il y a le plus de mariages. La France est le pays où il y a le plus de mariages mixtes en Europe. Le pays où il y a le plus d'Arabes et de Noirs, et de musulmans et de Juifs. Voilà, et de mariages mixtes. Je répète encore. Donc, on ne peut pas dire que ce pays-là est raciste. Vous savez, moi, j'ai fait presque beaucoup de villages français. Et actuellement, je travaille même dans un petit village français. Mais moi, je n'ai aucun souci avec personne. Parce que comme je disais une autre fois, c'est que si vous respectez les gens, vous êtes poli avec eux, et vous êtes gentil, bon, peut-être gentil, c'est bon, c'est peut-être un sentiment différent, mais si vous êtes poli et respectueux vis-à-vis des gens, moi, je ne vois aucune raison que les gens viennent vous embêter chez vous. Aucune raison. Donc, je refuse de dire que les Français sont racistes. Par contre, les Français, ils ont des hommes politiques, franchement, qu'ils ne méritent pas. Parce que c'est franchement, c'est pathétique. Quand on les voit à l'Assemblée, c'est vraiment pathétique. C'est pour ça, moi, je dis que je ne vais plus voter. Hein. Si vous voulez aller voter, allez-y. De toute façon, ils s'en fichent. Même si 99,99% des Français ne vont pas voter, le 0,001% qui va voter, ça leur suffit. Ils s'en fichent. Hein. Faut pas, tout ça, c'est la mascarade. C'est la mascarade. On nous fait croire qu'on vit dans une démocratie. Non, on n'est pas du tout dans une démocratie. On est dans une forme de plutocratie, comme dit Étienne Chouard. Et en plus, ces gens-là, ils se permettent de traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec eux de fascistes. Mais c'est eux les fascistes. Parce que vous savez, le fascisme, c'est quoi? Hein? Comme disait Mike Borowski, un ancien de l'UMP, qui citait Charles Maurras. Charles Maurras, d'après lui, disait que le fascisme, c'est le socialisme sans la démocratie. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et Tepa disait aussi, à l'animateur de Meta TV, disait que le fascisme, c'est le fait d'employer tous les moyens possibles et imaginables pour imposer ses idées aux autres ou faire taire ses adversaires. C'est ça le fascisme. Donc, le fascisme, c'est le socialisme sans la démocratie, ou le fait d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour faire imposer ses idées ou faire taire ses adversaires. Voilà le fascisme. Et actuellement, on est exactement dans ce cas-là. On est dans un pays, dans un État fasciste. Moi, je pense que François Hollande, il est devenu, Emmanuel Valls, c'est des fascistes. Je suis désolé de le dire, mais c'est des fascistes pour moi. Voilà. C'est ça le fascisme. Évidemment, ils n'ont tué personne. Bon, le fascisme, ça ne va pas dire forcément qu'on tue des gens. Il ne faut pas confondre avec les SS. Parce que c'est comme le nazisme, on dit que le nazisme... Mais le nazisme, nazi, ça veut simplement dire, en allemand, national-socialisme. Il ne faut pas confondre non plus le nazisme et les SS. Les SS, c'était une forme de police qui était là pour exécuter les bas œuvres de Hitler. Voilà. C'est pour ça, c'est vrai qu'on confond souvent le nazisme et les SS. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui reprochent à la France, effectivement, l'esclavage, la colonisation et l'Holocauste. Mais je pense que ça, on doit arrêter aussi. Il faudrait que la France arrête de se frapper la culpe. Moi, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos aussi, je suis contre toutes ces lois mémorielles. La loi Guesso devrait être supprimée pour que les gens puissent s'exprimer normalement. Et je le répète encore, moi, je suis pour la liberté d'expression totale. Ma seule limite de la liberté d'expression, c'est l'appel au meurtre et l'appel à la destruction de biens d'autrui. Sinon, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, si quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, mais vous avez des arguments, vous avez de quoi lui répondre. C'est comme l'histoire de Nadine Morano. Quand il a dit que la France était un pays de race blanche, mais qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? Mais elle a raison. Hein? Elle a raison de dire que c'est un pays de race blanche. Ça a été un pays de race blanche. Ça ne l'est peut-être plus maintenant, on est d'accord. Mais la France a été un pays de race blanche. Je suis désolé, et catholique en plus.
Donc je ne vois pas pourquoi les gens ont hurlé sur elle en disant que oui, elle a dit des choses inadmissibles, qu'ils allaient supprimer le mot race dans le vocabulaire. Oui, mais dans ce cas, si on supprime le mot race, il n'y a plus de racisme aussi. Hein. Il faudrait supprimer le mot racisme. Hein. Oui, parce qu'on arrive à des aberrations. Si on supprime le mot race, donc on ne peut plus dire raciste. Donc les racistes n'existent plus. Oui, parce que si on parle de racisme, c'est qu'il y a un problème de race. C'est des conneries comme ça, c'est des bêtises comme ça auxquelles on arrive. On ne comprend rien à ce qu'ils nous disent. Donc effectivement, on peut dire que la race humaine, elle est la même. Mais après, il y a des différences de pigmentation ou de mode d'évolution, de mode de développement. On est d'accord. Mais qu'elle ait dit la France est un pays de race blanche, moi ça ne me choque, ça ne me touche absolument pas. D'ailleurs, j'aime pas le mot choqué parce que choqué, vous savez, c'est comme quand on tombe en apoplexie. Hein. Non, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec un individu. D'ailleurs, le mot choqué, je trouve que c'est un peu imbécile quoi, d'employer ce terme chaque fois. Chaque fois, je dis je suis choqué, je suis choqué. Non, on n'est pas d'accord ou on est touché par ce mot-là, mais on n'est pas choqué. Choqué, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut libérer la parole. Parce que ça, vous savez, à force de brimer les gens, parce que là, actuellement, on va dire que ouais, on va chercher les islamistes, on va les attraper tous. Mais moi, je veux bien. Hein. À la rigueur, si vous voulez, vous les mettez devant un peloton d'exécution et vous les fusillez. Oui, mais dans ce cas, on passe quand même dans un autre type d'État. On n'est plus... hein. Là, on ne parle plus de république, on ne parle même plus, je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Si on ne devient pas comme Hitler. Hein. Parce que si vous mettez des gens face au mur et que vous les fusillez simplement parce qu'ils se disent musulmans, alors là, ça devient grave. Ça devient excessivement grave. Ça va être comme en Israël où ils tuent des Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens ou parce qu'un Palestinien qui prend un couteau pour vouloir planter le couteau sur un colon, simplement parce que le colon a pris sa terre, on le tue. Hein? Parce que là-bas, c'est pareil, c'est la haine. C'est la haine entre le Palestinien et l'Israélien. Parce que les Israéliens, comme ils ont pris les terres, les autres vont récupérer leurs terres. Et puis comme ils n'ont pas les moyens, ben voilà. Et le monde entier soutient Israël dans ce qu'il fait. Hein? Enfin, tous les gouvernements, parce que j'en suis sûr que si on demande aux citoyens des pays, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Mais les hommes politiques, c'est tous des lâches. C'est tous des lâches. Parce que personne ne dit rien. Hein? Récemment, il y a eu plusieurs Palestiniens qui ont été tués, parce que j'ai entendu une fois que il y a un type qui a voulu planter un couteau sur un soldat, et le soldat l'a tué directement, alors qu'il aurait pu simplement le tuer dans le bras pour s'échapper. Ah non, mais il y a tellement de haine, il fallait le tuer, quoi. Hein? Voilà où on en arrive. Et si c'est ce que vous voulez, bon, mais écoutez, je sais pas, moi je ne souhaite absolument pas qu'il y ait la guerre civile en France, parce que sinon ce sera vraiment une catastrophe. Une catastrophe pour ce pays, pour sa population et pour l'Europe, franchement. Et c'est pour ça que je suis même pour les idées de M. Assenilo. Il faudrait que la France sorte de l'OTAN et essaie peut-être de sortir de l'Europe, ou de l'Union européenne, pardon, parce que bon, la France est dans l'Europe, elle ne peut pas quitter l'Europe. En disant ça, c'est complètement imbécile. Mais surtout l'Union européenne, parce que, comme j'ai dit, vous regarderez mes anciennes vidéos, moi, avec cette Europe qui se fait là, je ne suis absolument pas d'accord avec. Absolument pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Merci et à la prochaine fois.